Ça a longtemps, très longtemps, été pour moi une part centrale du rituel de l'avant-écrire. Tu es déjà dans l'intuition de ce qui se profile comme livre. Et l'écriture de fiction, c'est aller simplement arranger des personnages, des histoires, des lieux, etc. Ce qu'on fait en atelier d'écriture. Mais on le fait toujours en vue du précipice. On le fait à condition que ce travail collectif nous amène près du précipice. Et le précipice, ça s'intitule quoi? Ça s'intitule simplement force poétique de la langue. Mise en abîme de la langue au regard de sa propre poétique. Ce qui chante dans la langue et qui n'appartient qu'à la subversion de la langue elle-même, en elle-même et par elle-même. C'est des vieilles lunes, mais cette instance, pour moi, par exemple, il n'y a pas d'instance du lyrique ou du poétique qui soit hors ou séparée de la prose, mais qu'est-ce qui renvoie de toute façon? Ça s'appelle quoi, ce précipice? C'est simplement la question humaine, la question de l'homme dans le monde, la question de l'homme dans le dehors du monde, la question de l'homme dans l'écroulement ou la souffrance ou l'hostilité du monde, et ça... Est-ce que ça change depuis les plus vieux textes? Probablement non. C'est pour ça que ça tient, notre relation à l'écriture. Sinon, le langage, on est tellement partout du langage. Ça grouille, ça fourmille, ça boum. Cette masse bruissante de langue inutile. Et puis tout d'un coup... Tu installes une foudre. Est-ce que ça t'appartient à toi de décider que ce que tu installes, c'est foudre? Bien évidemment que non. Mais comment toi, tu vas te présenter à la langue de telle façon qu'il puisse y avoir la foudre? Et ça, pour moi, ce rituel a toujours été lié dans l'avant-livre, revenir au tragique grec. Alors, évidemment, je ne suis pas un savant là-dessus. C'est Nietzsche, dans ce livre qui s'appelle L'origine de la tragédie, qui est une très belle fiction. De toute façon, il n'y a pas les éléments là, sur l'origine de l'humanité, les mythes. Je pense à mon ami Jean-Loïc Lequelec, tout ça, c'est pas accessible de toute façon à Nietzsche. Même les documents archéologiques, et simplement Nietzsche, l'origine de la tragédie, c'est il y a la peur. Il y a la peur, il y a le feu, il y a la transe, et petit à petit, la transe devant le feu, tu entretiens le feu, tu maîtrises le feu, et de la transe, il y a ce cri collectif, et puis dans ce qu'on organise, qui s'organise dans le collectif du cri, et puis à un moment donné, parce que ça se complexifie, quelqu'un vient en avant du collectif, le coryphée devant le cœur, et celui qui est dépositaire, là, du corps des paroles, induit le travail du cœur, le relance, mais lui confère aussi une instance narrative. Et Nietzsche, là, dans sa fable, eh bien, tout d'un coup, celui qui est en avant du cœur se dédouble avec le récitant et celui qui porte les paroles rituelles. Et dans ce dédoublement, il y a l'invention du tragique. Et là, bon, Eschyle, un énorme coup de butoir. C'est-à-dire que celui qui est en avant du cœur, et le cœur, ça c'est les fonctions essentielles, c'est toujours la transe, c'est toujours les strophes, c'est toujours l'organisation musicale extrêmement rigoureuse du chant, avec celui qui est devant le cœur, et puis le récitant, mais le récitant se dédouble. Chez Eschyle, il y a deux personnages. Alors, est-ce que c'est un mot en trop? Deux instances, mais deux instances qui vont exprimer, elles, plusieurs personnages, ou les personnages principaux. Et Sophocle, il y en aura trois. Et puis ensuite, Euripide et les autres, ça y est, on est dans ce qu'on n'aura plus jamais besoin de changer. Et ce qui est fascinant dans cette tragédie à l'origine, si je peux me permettre de renverser le titre formidable de Nietzsche, qui n'est qu'une fable, mais quelle fable belle à lire, l'origine de la tragédie chez lui, c'est le dispositif même, c'est-à-dire c'est les lieux rituels dans lesquels, Delphes, tu prononces ce grand cycle de la
tragédie en 3 épisodes, et puis ensuite l'épisode comique qui va tout décharger, et puis que ce soit dans une instance précise de l'année. Pourquoi d'Eschyle on n'a plus que ces 7 pièces, ou que Sophocle cette petite dizaine de pièces, alors qu'on devrait en avoir 400? Parce que ce n'était pas l'idée de dupliquer, de reproduire le texte ne leur était pas accessible. Ils ont été, quand Alexandrie s'est approprié la Grèce, ils ont mis 70 ans, mais ils ont obtenu que les manuscrits conservés dans les temples, c'est-à-dire les textes qui fondaient l'autorité du temple par ce qu'ils fondaient, ce rituel-là qu'on donnait annuellement, ou selon des périodes même plus éloignées, extrêmement codées, eh bien, on les emmène chez l'occupant. Et bon, c'est pas question, c'est pas ça dont je veux parler. Ce rituel est terrifiant. Et Eschyle, par exemple, il y a cette légende qu'un jour, le théâtre s'effondre. Je ne sais pas comment, avec ces gradins qui sont pour moi de pierre, quel pèlerinage on fait quand on va dans ces amphithéâtres de pierre, qu'est-ce qui a pu s'effondrer, comment est venue la mort. Mais justement, la mort surgit là où la pièce elle-même est ce travail de l'effroi, ce travail de l'effroi et de la mort, parce que telle est notre condition. Et en plus, eux écrivent dans ce monde grec qui sait déjà qu'il est condamné à la perte. On ne peut pas y échapper quand on lit Eschyle, Sophocle, Euripide. Et Eschyle, peut-être c'est le plus grand parce que c'est là où tout ça vient naître. En tout cas, pour moi, j'ai toujours eu ce retour à dire, dans ce flot de langage, dans ce que tu organises de langage, dans le langage que tu vas travailler sur les éléments banals du monde, comment tu peux ouvrir à ces questions-là qui viennent du fond, du souterrain, du socle, du grand effroi. Et ce grand effroi, chez lui, il s'écrit à chaque ligne. J'ai amené Eschyle avec moi, une fois de plus, c'est toujours le même vieux tome Pléiade. Alors, est-ce qu'il y a évidemment, chacun réinterprète, chacun retraduit. Eschyle, là, c'est Jean Grosjean, c'est une traduction qui date de 1967 pour le Pléiade, enfin l'établissement critique du Pléiade. Les traductions de Grosjean probablement sont antérieures. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a une de 1763 là, que j'ai relue sur le site Gallica BNF, évidemment, ce matin. Brémois, enfin en tout cas Brumois, B-R-U-M-O-Y. En 1763, c'est toute une suite d'ouvrages sur le théâtre grec, mais où il y a aussi l'analyse, où il présente. On voit ces hommes-là s'approprier ça avec les mains. Je n'ai pas trouvé de choses plus anciennes, probablement évidemment, on les lisait en grec, on les lisait en latin. Moi, je n'ai pas accès au grec, j'ai jamais étudié ça. Donc, il y a la traduction historique de Le Comte de Lille, là aussi on la trouve sur la BNF facilement, 1872, intéressante, parce que quelqu'un qui vient en poète chez Eschyle, et qui le traduit en prose, donc qui revalide l'instance de la narration, mais cette narration est porteuse, lui, de ce qu'il porte intérieurement, de son rapport à la poésie. Donc je ne prends pas du tout comme une chromo ancienne les traductions de Le Comte de Lille en français, les traductions de Shakespeare, les traductions de Hölderlin, j'allais dire Lovecraft, c'est autre chose. Le français est une langue qui retraduit en permanence parce que l'origine du français est elle-même fluide, mobile. C'est une langue qui n'a jamais arrêté de se transformer. Alors, par exemple, dans les traductions plus récentes, il n'y a pas les Euménides, mais il y a tout le cycle de l'Orestie traduit par Claudel. Or, Claudel, quand il vient là en poète, il dit si la force poétique à l'intérieur de moi me fait rajouter, me fait changer, bien c'est que cette force poétique émane du texte que je traduis. Donc,
quand on lit les psaumes de Claudel, ben, il ajoute des versets, des psaumes. Ça, c'est Claudel. Et bizarrement, peut-être ce que j'aime dans cette traduction-là du vieux Pléiade, j'aime pas les poches, là, parce que c'est chargé de notes, de renvois, c'est illisible. Moi, je vois qu'un brouillage autour de là. Là, c'est une sorte de neutralité, je ne sais pas au mauvais sens du terme, parce qu'il n'est pas neutre, mais Claudel, on appelle à ce qu'il est lui, Claudel, pour affirmer l'Orestie. Là, Grosjean, il n'a rien à affirmer. Donc, on reste dans le début des Euménides. Alors, Oreste a tué sa mère. Oreste sait qu'il est poursuivi par ces ombres difformes qui sont liées à la mort, des ombres aux yeux chassieux qui bavent et crochues, et qu'elles ne le lâcheront pas. Il implore Apollon, qui va dévouer à son service à Hermès pour qu'il reste, parce que le crime d'Oreste d'avoir tué sa mère pour Apollon, il était légitime. C'est une question, c'est aussi la légitimité de donner la mort et ce renversement lorsqu'il s'agit de la mère, c'est-à-dire évidemment dans le total injustifiable, le total impardonnable. Donc tu as l'abîme est là, d'emblée. Et Oreste implore, supplie, c'est toujours ce vocabulaire-là des Grecs, Apollon, et Apollon lui dit, mais fuis, et tant que tu fuiras, elles ne t'atteindront pas, et surgit, là, on est dans le temple, c'est la Pythie elle-même qui est venue faire le prologue, qui dit, voilà ce qui se passe, je suis devant le temple, et dans le temple, il y a ces formes noires qui dorment, et apparaît le fantôme de la morte, le spectre. Et le mot classique utilisé, c'est pas cela, c'est des mots modernes, c'est des mots petits, c'est l'ombre de Clytemnestre, et il faudrait le prononcer là, avec cette déformation grecque que dans les premières traductions du XVIIIe siècle, il garde Clytemnestre. Et cette ombre-là cherche à réveiller ces érinies, ces figures noires de la vengeance. C'est juste ça, moi, qui... c'est bizarre aussi comment je lis maintenant. Avant, c'est pas t'emmènes un livre, mais je le lis. C'est comme si ce que j'avais gagné avec la maturité, c'est de pouvoir rester longtemps dans une page. J'ai lu 5 pages, j'ai lu 10 pages, et j'avais ce qui était mon compte, mon sou, comme on dit. Et ce qui m'a fait réagir, c'est alors, tout de suite, horrible à dire, horrible à voir de ses yeux, ce qui me rejette du temple, je suis sans force, sans pouvoir me tenir, je n'ai plus de jambes, je cours sur les mains. Cette expression, je n'ai plus de jambes, je cours sur les mains, et j'ai regardé là, chez le Comte de Lille et tout ça, donc je ne sais pas le grec, et des fois... Quand je bosse vraiment sur Échille, je vais chercher aussi les traductions anglaises, mais là, tout d'un coup, cette image de Grosjean, je sais que je vois quelqu'un qui travaille pour sortir du français, le reculer pour laisser venir cette force probablement brute de la langue qu'il entend. Moi, j'entre au sanctuaire et vois un homme accroupi, suppliant, ses mains dégoûtantes de sang, son épée dégainée, et même là, je réimprovise, c'est-à-dire... ce que j'entends quand je lis cette traduction, c'est la langue possible qui me dirait les images que je vois. Et ce processus, c'est là où j'ai besoin de la lecture. C'est-à-dire venir à l'endroit où la langue qu'on est amené à proférer, parce qu'on est plongé dans ces images, est forcément une création où tu as la liberté personnelle de les introduire, ces fonctions de langue, et elles seront ce que tu utiliseras comme matière sous l'injonction du présent qui t'est faite toi pour raconter. Alors Apollon, Oreste,
Et puis vient l'ombre de Clytemnestre. Et cette ombre, comment elle est introduite, je sais pas. Oh, vous dormez? L'ombre est là, qui interpelle. D'où elle sort? Elle n'a pas besoin de sortir, elle est présente. Oh, vous dormez? Ai-je besoin de dormeuse? Moi, qu'entre tous les morts vous méprisez, ainsi, on ne se prive pas chez les défunts de m'accuser de meurtre et gère. Honteusement, je vous le dis, chez les ombres, je suis la plus blâmée, horrible ce que j'ai subi, horrible, horrible ce que j'ai subi de ceux qui m'étaient les plus chers et nulle divinité ne s'insurge. Horrible ce que j'ai subi de qui m'était le plus cher et nulle divinité qui ne s'insurge, que m'est égorgé les mains de mon fils. Regarde de toute mon âme mes plaies, puisque le sommeil a des yeux lucides. Puis cette phrase qui était là aussi, je me suis arrêté. Car de jour, le lot des vivants est de n'ivoire goutte. Et là, je l'ai regardé en 1763, en 1872. Et car de jour, le lot des vivants est de n'y voir goutte. Et c'est l'esprit, parce que la nuit, là, lui, l'esprit voit. On va continuer à lire comme ça, mais réveillez-vous, ombre souterraine, dans votre songe, c'est Clytemnestre qui vous appelle. C'est que ces formes endormies, là, dans le temple, formes avec, je vous dis, les yeux chassieux, la bave, le corps tordu, écroulé. Et là, la réponse de Grosjean, c'est ça qui m'a fait aussi surprendre, le cœur grogne. Ces ombres, épandues par terre, difformes, chassieuses, ensemble, grognent. Dans les autres traductions, le mot est beaucoup plus banal. Le cœur ronfle. Mais si tu dis ronfle, bon, on les connaît, les gens qui ronflent à côté de vous dans le TGV, je ne sais pas. Donc, le cœur grogne. C'est-à-dire qu'il grogne dans son sommeil. Il grogne, ça ne le réveille pas. Par contre, dans les traductions précédentes, le mot est sans doute plus simple aussi chez Eschyle. C'est pour grogner. Et là, il en remet une couche, Grosjean. Grogner, l'homme s'est échappé. Donc, si vous disiez, allez ronfler, l'homme, il est loin, mes proches ont à qui recourir et moi, non. Le cœur grogne. C'est trop dormir, tu n'as pas pitié de mon mal, et Oreste, meurtrier de sa mère, s'est échappé. Et là, le cœur aboie. Et chez le comte de Lille, qui lui avait accès au grec, c'est le cœur ronfle, et là, c'est le cœur frémit, le cœur s'ébroue. Non, et là, lui, il pousse. Et c'est la liberté du traducteur de dire le cœur aboie, c'est-à-dire s'il s'ébroue, on est dans quelque chose de transposé de nos vies d'hommes, et que cet ébrouement-là, c'est comme on se réveille, et on était où? On était dans quel rêve? On se réveille dans quel lieu? Et non, si c'est le cœur aboie, ça grogne, on n'est pas dans l'humain, on reste en dessous de l'humain. Et je ne sais pas la légitimité que lui a par rapport à Eschyle pour aller, ainsi dire, grogne, aboie. Mais tout d'un coup, tu dis, ouais, c'est ça qu'il fallait comprendre dans Eschyle. Et si c'est ça que tu entends dans la force souterraine d'Eschyle, eh bien, tu as le droit de l'écrire ainsi. Le cœur grogne, et puis maintenant le cœur aboie. Sommeil et fatigue sont des maîtres conjurés. Ils ont épuisé la hargne de la terrible vouive. Et le cœur, là, maintenant, parle. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais d'Arthur. Grogne, grogne, aboie, et tout d'un coup, après un double grognement aigu, je ne sais pas de quelle didascalie il parle, c'est pareil,
Chez le comte de Lys, après un dernier ronflement, le cœur, c'est attrape, 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 gare. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu rejoins la parole, tu te réouvres à la parole, et c'est la parole, on va s'en saisir, c'est même pas attraper au reste, c'est attrape, 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 mort, mort. Tu poursuis ou rêves ton gibier, tu glapis, c'est toujours l'ombre qui parle, comme un chien acharné à ne pas ménager sa fatigue. Et là tu comprends, c'est-à-dire que comme un chien acharné à ne pas ménager sa fatigue, l'image elle est aussi chez le comte de Lille, mais s'il y a le chien là, tu as le droit de dire grogne dans le sommeil, et puis aboie quand tu t'ébroues, mais que ce n'est pas encore devenu parole. L'image du chien, là, tu as le droit rétrospectivement de la faire travailler, déjà, le cours du texte. Que le sommeil ne te cache plus l'injure, que ton cœur sente mes justes blâmes. Ils sont des aiguillons pour les sages, exhale ton souffle de sang sur cet homme, dessèche-le de ton haleine, du feu de ton ventre, poursuis-le, épuise-le de poursuite nouvelle. Et puis ensuite, il y a le coryphée, là, le cœur, ça y est, s'éveille, il chante. Oh, oh, pitié, quelle souffrance, mes chers, j'ai souffert moi pour rien, nous souffrons, dure souffrance et mal insupportable, la bête a sauté du filet, s'est échappée, et vaincu de sommeil, j'ai perdu ma proie. Est-ce que c'est, j'allais dire, la joie qu'on a à se réimmerger là dans Eschyle? Je ne sais pas si c'est de la joie, c'est bien plus profond. Et c'est la langue qui te comprend. Cette langue-là, quand elle est, depuis l'effroi, depuis l'ombre, depuis cette rage-là qui... Et là, tu sais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu continues.